Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis, les chercheurs de vérité, les vrais sceptiques, les faux sceptiques, les moutons noirs, les starcides, les c'était mieux avant, les ça ira mieux demain, les atypiques inspirants, les aspirants dystopiques, les insoumis de l'éveil, les rebelles de lumière, les walking, les galactiques infiltrés, les animaux domestiques, bref, bienvenue à tout le personnel au sol. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, coach, éclaireur, facilitateur de changement. Je vous retrouve depuis Montréal afin de vous motiver à vous explorer vous-même et à vous souvenir de l'être divin et irremplaçable que vous êtes et à vous rapprocher de votre mission de vie en incarnant les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez tout bonnement sur le bouton abonnement en dessous, c'est gratuit. Et par les algorithmes de l'intelligence artificielle de Google, nous obtiendrons grâce à vos clics plus de visibilité sur le web et de rayonnement sur le PAF. C'est maintenant. Ding, ding. Voilà, merci. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, je m'autorise à troquer ma casquette de coach avec ma casquette d'artiste écrivain-conteur pour vous raconter de vive voix les tribulations de Thomas Broder, publié dans 2027 La Révélation, un roman d'anticipation épuisé et introuvable, pour l'instant. Si vous arrivez ici pour la première fois, je vous invite à arrêter cette vidéo et à retourner en arrière pour visionner les premiers, second et troisième chapitres, puis après, seulement après, vous pourrez revenir ici pour écouter tranquillement ce quatrième épisode. Résumé du chapitre précédent. Après avoir découvert un cimetière clandestin en pleine forêt, et après avoir été repéré par des tireurs d'élite dans un hélicoptère des forces de l'ombre, Cédric et Thomas, de retour sur le parking de l'autoroute, constatent que la Super 2 chevaux noire de collection a disparu. Cédric ayant laissé la fenêtre ouverte et les clés sur le contact. Thomas décide alors de faire cavalier seul et retourne sur l'autoroute faire du stop. Avec un peu de chance, il trouvera bien une autre voiture pour l'emmener sur Paris. Je levai le pouce et le rabaissai aussitôt. La file de droite de l'autoroute était envahie par un convoi militaire. Le nombre impressionnant de véhicules kakis ne pouvait laisser personne indifférent. Je ne manquais pas de remarquer les plateformes de tous ces camions recouverts de bâches de camouflage qui dissimulaient sans doute des canons lance-roquettes. J'entendis alors en moi une phrase en latin. « Si vis pacem parabellum » »« Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Cet adage, proféré régulièrement par le prof de latin de mon enfance, résonna douloureusement en moi. Mais il fit suivi de près par le souvenir de la voix profonde et rocailleuse de Jean-Roger Cossimon, parolier, comédien et ami de Léo Ferré. « Si vis pacem, para vélo ». J'acquiesçais, en envoyant une pensée de remerciement aux deux poètes morts tous deux il y a plus de 30 ans. Étaient-ce encore des décédés qui me parlaient en clairaudience, comme dans le silence de ma cellule, ou seulement mon imaginaire d'artiste en mode création? Préparer la guerre pour obtenir la paix me paraissait clairement comme le type même de l'injonction antiproductive de l'ancien monde. La file du milieu laissait passer des voitures de toutes couleurs qui roulaient légèrement plus vite. Lorsque mon regard se posa sur la troisième voie, celle de gauche, j'écarquillai les yeux à l'extrême. Tous les véhicules qui l'empruntaient étaient blancs et de forme ovoïde. Exempts de roues, ils flottaient au-dessus du sol en circulant dans un silence absolu. On ne pouvait pas en voir les passagers. Les vitres teintées ne le permettaient pas. Je commençais à oser penser sérieusement à la véracité de cette année 2027, annoncée par Cédric, alors qu'il y a quelques heures, je me croyais encore en 2017. Et si les bouquins de physique quantique disaient la vérité? Et si la réalité physique n'était qu'un champ de possibilités? J'avais compris dans mes lectures de vulgarisation scientifique qu'un observateur n'est jamais neutre. En les observant, nous modifions les phénomènes dont nous croyons être que les témoins. Autrement dit, nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Une anecdote avec Véronique me revint à la mémoire. Dans nos premiers jours de lune de miel,
Connaissant mes goûts pour la culture nippone, ma copine avait émis l'idée de me concocter un repas japonais de fin gourmet qui nécessitait d'acheter de la viande de bœuf. Elle me demanda où il y avait un boucher dans mon quartier. Elle prit son sac à main et ouvrit la porte palière, décidée à faire les courses dans la foulée de l'idée. Je demeurais alors interdit. Je ne voyais vraiment pas où il pouvait bien y avoir une boucherie dans mon quartier, pourtant bien pourvu en commerce de bouche. Je savais bien où était le poissonnier, puisque j'y allais de temps en temps, mais franchement, j'avais beau me triturer les méninges, je ne voyais vraiment pas où il pouvait y avoir un boucher. Nous prîmes la rue Félix-Faure en direction du sud, trottoir de gauche. Nous passâmes successivement devant un libraire, un marchand de chaussures, un coiffeur, une agence immobilière, une boulangerie, un artisan cordonnier serrurier. Puis, Véronique stoppa sa course. Elle leva son bras en direction d'une enseigne en lettres blanches sur fond rouge qui ne pouvait pas passer inaperçue. « Qu'est-ce que vous lisez là, Thomas Broder ?» m'envoya-t-elle sur le ton d'une institutrice excédée. J'articulais timidement, envahi par la honte, « Boucherie Le Bœuf ». Véronique acheva de me confondre en répétant sur le ton de la confidence les paroles du Maître Jésus. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Je commençais à réaliser l'incroyable signification de ma cécité sélective. On ne peut voir que ce qu'on est prêt à voir. Je n'avais pas vu cette boucherie alors que je passais régulièrement devant elle depuis 4 ans. Je ne l'avais pas vue parce que je ne voulais pas la voir. Pour moi, l'existence des boucheries en dit long sur le niveau de conscience des êtres humains. Manger de la viande d'animal mort est une aberration économique, agronomique, écologique, éthique et morale. J'étais passé plusieurs dizaines de fois devant l'exposition de ces pièces de cadavres sanguinolents étalées derrière la vitrine de la boucherie sans rien voir. Incroyable mais vrai. De là à ne pas voir d'autres réalités qui nous croiseraient tous les jours ou de voir au contraire ce que d'autres ne voyaient pas, il n'y avait qu'un pas à franchir. Une autre idée semée par Cédric faisait des nœuds dans mon cerveau. Étions-nous en 2017, en 2027, ou bien le temps n'était-il finalement qu'une illusion de nos sens? Une illusion de 3e dimension. Albert Einstein nous l'avait fait comprendre avec sa théorie de la relativité. Et qui sait si, durant ma détention, je n'avais pas été frappé d'amnésie. Plus j'activais les neurones de mon hémisphère gauche, moins je comprenais ce qui se passait. La réalité qui se déroulait devant moi commençait sérieusement à me déstabiliser. Le convoi militaire passé, l'autoroute devint à nouveau vide sur 3 voies. Seules quelques autos éparses empruntaient alternativement la file de droite et le couloir du milieu. Une ambulance, aux éclairs bleus d'un gyrophare en action, passa à ma hauteur à vitesse décroissante. L'ambulance se rangea sur la bande d'arrêt d'urgence et fit clignoter ses feux de détresse. Je ne comprenais pas très bien pour quelle raison un ambulancier en service pouvait avoir l'idée bizarre de s'arrêter pour embarquer un autostoppeur. Je n'allais cependant pas laisser passer cette opportunité. Je courus donc vers la voiture. Un vieux modèle Break DS21 Citroën, blanc, des années 60. Lorsque je vis le visage du chauffeur de l'ambulance à la fenêtre qu'il venait d'entrouvrir, je faillis défaillir. L'ambulancier non seulement était asiatique, mais c'était le sosie parfait de Cédric que je venais de quitter il y a moins d'1 heure. Je ne rêvais pas. Je repensais au titre d'un livre « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera » et en recherchais mentalement l'auteur. « Alain Perfit !» lança le jeune asiatique au volant en m'invitant à m'asseoir à la place du mort. Je reculais brusquement d'un pas et me redressais comme piqué aux fesses par une guêpe intrusive. Et en plus, lui aussi, est télépathe. Le mot clonage résonna dans ma tête. « Enchanté, bredouillai-je. Moi, c'est Thomas Broder. » Le jeune homme se retint de rire, visiblement par politesse, les ancêtres et les seigneurs étant respectés dans les pays d'Asie. « Non, reprit-il, Alain Perfit n'est pas mon nom, c'est celui d'un ministre du siècle dernier sous votre ancienne 5e République. Son essai sur l'émergence de la Chine en 1973 fut un grand succès. » « Vous ne vous appelez pas Cédric par hasard? Où est la caméra? »« Quelle caméra? Vous êtes sûr que vous allez bien ? »
Je n'allais pas très bien, en effet. Je me croyais tout à coup transporté dans un improbable reality show et cherchais autour de moi où pouvait bien se planquer l'équipe de tournage. Le jeune homme appuya sur le commutateur qui stoppa le gyrophare. « Je vais jusqu'à Paris. Ça vous intéresse ?»« Un peu, bredouillai-je, que ça m'intéresse. » Le jeune Asiatique ressemblait tellement à Cédric que je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Même visage, même voix, seuls ses vêtements étaient différents. Si ce garçon était comédien, il jouait à la perfection. Mais pourquoi tout ce cinéma si ce n'était pas filmé? Il me tendit la main. « Mon nom est Vatsa. On peut se tutoyer ?» Deuxième main tendue du premier jour. Se détendre, ne pas laisser paraître mon trouble. « Vous êtes, pardon, je veux dire, tu es vietnamien, Vatsa ?»« Non, je suis russe, d'origine chinoise, en quelque sorte. » Je répétais machinalement dubitatif. « En quelque sorte. » Vatsa est un diminutif. Mon vrai prénom est Vaslav. Je dois faire un détour par Bonneville pour un TDC. Ça ne vous dérange pas? On n'avait pas dit qu'on se tutoyait. Oups, pardon. C'est la différence d'âge qui me trouble. Je faillis dire « Ah, toi aussi ?» Mot pour mot, la même phrase que son sosie vietnamien à la 2 chevaux noirs m'avait lancée. J'hallucinais. Je n'allais pas rejouer la même scène. Sur un air faussement détaché, je lui demandais « C'est quoi un TDC ?»« Oh, ce n'est rien, juste un transfert de corps. Mettez votre sac à l'arrière. » Je m'apprêtais à balancer mon sac près du brancard, mais mon bras stoppa net sa course. La civière n'était pas vide. Les reliefs d'un cadavre de la taille d'un adulte enfourné dans un sac de toile plastifié dont la fermeture éclair n'avait pas été tirée jusqu'au bout jeta un froid supplémentaire entre nous. Normalement, c'est du ressort des pompes funèbres, mais ils sont débordés en ce moment. Bien sûr, ajoutai-je en me pinçant le menton. Et ce corps, vous allez le déposer où? À Bonneville. Je vois. Il ne vous dérangera pas, rassurez-vous. En général, les cadavres sont tranquilles. Bouclez quand même votre ceinture de sécurité. J'obtempérais, perdu dans mes pensées qui moulinaient grave. Donc, Vatsa, malgré tes yeux bridés et tes airs asiatiques, tu es russe. Mon chauffeur ambulancier partit tout à coup dans des explications qui m'apparurent complètement décalées. L'endroit où l'on s'incarne a une certaine importance, mais c'est davantage le choix que l'on fait de ses propres parents qui compte. Comme mes parents bougeaient beaucoup, j'ai vu le jour dans la banlieue de Moscou. Puis, il ajouta, avec la voix calme d'un secouriste en ajoutant sa main devant mes yeux, « Vous comprenez ce que je vous dis? Quel jour sommes-nous? Vous voyez mes doigts ?» J'avalais ma salive dans un déglutissement intempestif qui explosa dans mon crâne. Mon estomac gargouilla sauvagement. « Si vous ne vous sentez pas bien, attrapez l'oxy. »« Quel oxy? Qui est oxy? »« Ni oxy, ni toxique, je parle de l'oxygène. Ça ne te fera pas de mal, papy. Derrière ton siège, déverrouille le robinet. C'est moi qui régale. » C'est bien comme ça qu'on dit dans votre langue françoise. Française, langue française, pas Françoise. Françoise est un prénom, framboise est un fruit, française un adjectif. Je m'appliquais le masque à gaz sur le nez. Je n'en revenais pas. Ce môme androgyne, ambulancier, asiatique, cloné, d'origine russe m'avait appelé papy. J'avais réellement besoin d'oxygène. L'oxygène, inhalé à grande goulée, agissait sur mon esprit comme une drogue hallucinogène, plus efficace que le cannabis et sans effet indésirable. En quelques secondes, je me trouvais en expansion de conscience dans un état quasi hypnotique. Après quelques minutes de chute, je vis sortir de la voiture qui nous précédait une épaisse fumée noire échappée du capot avant. Ce n'était pas une hallucination. L'auto fit une embardée, alluma ses feux de détresse, ralentit et se rangea sur le côté. La fumée devenait de plus en plus abondante et gênait notre visibilité. « Oula, c'est mieux qu'on s'arrête !» lança Vaslav.
Ils vont peut-être avoir besoin de secours. L'ambulance se rangea sur la bande d'arrêt d'urgence à la suite du véhicule, envahi par la fumée, mais à bonne distance, afin de ne pas être atteint en cas d'explosion. La fumée noire et épaisse se répandait dangereusement sur l'autoroute. Mon chauffeur me demanda de ne pas bouger de l'ambulance. Il saisit un extincteur et sortit en courant. Je n'obtempérai pas à ses ordres et je le suivis. Lorsque nous fûmes à la hauteur du véhicule, nous entendîmes le vrombissement du moteur qui s'était furieusement emballé. Le chauffeur paniqué criait qu'il ne pouvait plus l'arrêter en agitant les clés de contact. J'avais déjà vécu ce genre d'incident. Les ailettes du turbo de ma voiture s'étaient alors brisées, ce qui avait provoqué un auto-allumage. Même en coupant le contact, on ne pouvait pas stopper le moteur qui tournait à plein régime dans un sifflement strident de sirène affolée. La fumée envahissait maintenant toutes les voies de l'autoroute. Vatsa voulait que le chauffeur ouvre le capot, mais je m'y opposais. Le plus urgent était de stopper le moteur. J'expliquais au chauffeur qu'il lui fallait embrayer, passer une vitesse, puis relâcher d'un coup la pédale d'embrayage en maintenant l'autre pied sur la pédale de frein. C'était la seule façon de caler le moteur et d'éviter l'explosion. Il écouta mes recommandations et l'opération fut réussie. Ouf! Václav écarta les bras en signe de victoire. C'est alors qu'une voiture déboucha du rideau de fumée et frappa l'extincteur qu'il tenait à bout de bras, l'envoyant valser sur les barrières de sécurité qui séparaient l'autoroute. Je me précipitai alors pour récupérer l'extincteur, mu par une force dans les jambes que je ne me connaissais pas. C'est alors qu'un autocar sorti de nulle part fit soudainement son apparition et me frappa de plein fouet. Je n'eus même pas le temps de ressentir le choc, tellement il avait été rapide et violent. Mon corps fut projeté à une trentaine de mètres et retomba sur l'asphalte comme une poupée de chiffon. Curieusement, je ne ressentais rien. Je flottais bizarrement au-dessus de mon corps, inerte, sans ressentir la moindre douleur. Était-ce encore l'effet de l'oxygène? Toujours est-il que j'étais dans un état serein, je dirais même presque joyeux, amusé par la situation. Moi qui avais toujours rêvé de faire des sorties hors corps, j'avais enfin réussi. Désintéressé par l'agitation, je m'éloignais peu à peu de la scène, aspiré par le haut avec une accélération impressionnante. L'accident qui venait de se passer en bas me semblait désormais étranger. Seule m'intéressait la grande quiétude dans laquelle je me trouvais, un état d'être de conscience élargie, frisant l'orgasme. Les images se brouillèrent autour de moi. Je sentais, sans les voir, des présences chaleureuses qui me rassuraient, en m'invitant à poursuivre ma progression. J'évoluais, ou plutôt je déambulais dans un vortex aux couleurs sombres, à l'extrémité duquel brillait une lumière d'un blanc étincelant. J'entendis une voix masculine d'une douceur infinie. « Ne regarde pas en bas, lâche prise, va vers la lumière. » Ce que je fis. Je pénétrai, intrigué, dans un paysage marécageux baigné de lumière sombre. La voûte était noire comme un ciel d'orage. Je croisais des êtres au visage hagard, des hommes et des femmes qui semblaient perdus, râlant, maugréant, s'invectivant. Lorsque j'étais sur Terre et que je croisais des SDF, des itinérants, des gens malheureux dans le métro ou ailleurs, je les entourais mentalement d'une spirale de lumière dorée ou violette emplie de compassion. Je fis de même. Le flux d'amour que je leur envoyais les écarta de moi et me protégea dans ma progression. Je ne me sentais pas très bien dans cette zone. Je n'avais rien à y faire. J'empruntai alors un chemin de terre qui m'emmena peu à peu dans une forêt de plus en plus luxuriante et colorée. Jamais je n'avais vu d'arbres et de fleurs briller d'un tel éclat. Le ciel se drapa de teintes plus lumineuses au fur et à mesure que je progressais. Je marchais, ou plutôt je flottais d'un pas léger. J'entendais des mélopées d'oiseaux entrelacées de musique cristalline venue de je ne sais où. Des musiques comme je n'en avais jamais entendu sur Terre. Je compris que je pouvais ralentir ou accélérer ma course selon le bon vouloir de ma pensée. Je reçus l'idée que je pouvais faire apparaître dans ma réalité tout ce que je souhaitais. Je choisis alors d'appeler Sakura.
cette jeune japonaise, orpheline, adoptée à sa naissance par une Française, qu'il avait choyée comme sa propre fille et dont les livres m'avaient bouleversé. Sakura était décédée à l'âge de 13 ans d'une leucémie. Depuis l'au-delà, elle avait envoyé à sa mère en écriture automatique des poèmes, des haïkus d'une profondeur exceptionnelle pour apaiser son terrible chagrin et la préparer à son tour à son départ. Une de ces petites phrases qui m'avaient accompagné dans mes épreuves me revint à la mémoire. Ne griffe pas l'atmosphère avec le doute. Ce que je fis. Il fallut peu de temps pour qu'au détour d'un sentier, mon souhait fût exaucé. Une adolescente en uniforme de collégienne était adossée contre un if. Son visage était pâle et comme délimité par deux larges couettes. Elle m'attendait, sourire aux lèvres, un brin d'herbe entre les dents. Je m'approchai d'elle, ému par sa beauté d'héroïne de manga. Elle me parla par télépathie, je lui répondis de même. « Tu m'as appelé, je suis là. »« Je ne le crois pas. Tu es Sakura, fleur de cerisier, qui a écrit ces si beaux poèmes. » « Je ne porte plus ce nom maintenant, mais j'étais cette adolescente en effet. Ma douce maman m'a rejoint et œuvre dans des plans supérieurs. Je me suis alourdi pour descendre jusqu'à toi, Thomas, tu sais. »« Ah bon? Nous ne sommes pas très hauts ici ?»« Les chrétiens appellent cette zone le purgatoire. Elle permet de faire le point sur nos actions passées, mais peu importe qu'on soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, shinto, agnostique ou athée, les religions n'ont plus cours dans cette 4e densité. Comme elles ne devraient plus avoir cours sur Terre non plus, n'est-ce pas? C'est en tout cas l'avis de Sananda et de nombreux maîtres ascensionnés. Sananda? Sananda est le nouveau nom de Maître Jésus qui évolue maintenant en 13e dimension. Il n'aime pas trop qu'on l'appelle Jésus. Ce nom est trop chargé d'anciennes énergies et de fausses vérités qui lui ont été attachées. Quelle fausse vérité? J'ai beaucoup étudié la religion chrétienne, puisque, comme tu sais, ma mère, d'origine bretonne, était une fervente catholique. Nombre de dogmes et de fausses vérités devenues croyances ne tiennent plus la route à la lumière des plans supérieurs. Comme par exemple, vous faire croire qu'au commencement était le Verbe, alors qu'au commencement était la lumière qui devint son, puis qui devient matière en abaissant ses fréquences. Nous faire croire que nous n'avons qu'une seule vie, alors que l'âme est éternelle et qu'elle a besoin de nombreuses incarnations pour progresser. Nous faire croire que Yoshua ben Joseph, comme il s'appelait alors, n'avait jamais eu de compagne, alors qu'il était entouré de femmes, et que depuis les noces de Cana, qui célébrèrent son propre mariage, Jésus vivait un amour charnel et sacré avec Marie de Magdala, son épouse aimante et dévouée. Sakura, qui avait été élevée dans la pure tradition catholique, à quelques kilomètres de Kérésinène, où la Sainte Vierge était apparue de nombreuses fois, m'étonnait par cette version que peu de catholiques étaient prêts à entendre. Elle me prit par la main et m'entraîna en courant sur le chemin. Puis nous nous élançâmes dans les airs, bras étendus comme des ailes d'oiseaux. Nous nous mîmes à voler l'un à côté de l'autre, riant comme des enfants. Les couleurs sombres du début n'étaient plus maintenant qu'un lointain souvenir. Du haut du petit mont où nous nous posâmes quelques instants, j'aperçus alors une immense ville blanche entourée d'un haut mur d'enceinte qui, par ses blocs de pierre de taille recouverts de lierre, contrastait avec les lignes courbes et élancées de l'architecture futuriste de la cité. Une porte de bois immense, gardée par des êtres de lumière, m'apparurent comme des anges qui embarraient l'accès. Nous nous postâmes à bonne distance de la porte. Sakura m'invita à m'asseoir dans l'herbe. « Je ne crois pas que tu pourras entrer, Thomas. »« Pourquoi ?»« Regarde ce fil de lumière argenté accroché à toi et qui te suit partout. Tu vois bien que je n'en ai pas, moi, ni les êtres que tu as croisés. »« Et alors ?»« Alors, ça veut dire que tu n'es pas mort, Thomas. Tu es arrivé ici en voyage astral. Tu continues d'être relié à ton corps physique resté en bas. À moins que tes guides en décident autrement, il te faudra revenir parmi les tiens et continuer ta vie sur Terre. Et si je ne veux pas redescendre, tu n'es pas le seul à décider, Thomas. » C'est alors qu'un phénomène inattendu se produisit.
Le nuage lenticulaire que j'avais observé, qui semblait me suivre à bonne distance depuis mon arrivée, se rapprocha de nous, se densifia, jusqu'à devenir un engin volant, ovoïde, blanc, en vol stationnaire à une centaine de mètres. « Tiens, voilà tes guides. Ils marquent l'arrêt pour ne pas trop te surprendre. » Sûr que je ne m'attendais pas à voir arriver mes guides dans un ovni. L'engin, ayant senti qu'il était accepté, amorça lentement sa descente. Il vint se placer à 50 cm du sol et resta quelques secondes en suspension dans l'air. Une ouverture apparut alors, d'où deux hommes en toge sortirent, accompagnés d'un jeune homme et d'une jeune femme aux traits fins, en combinaison bleu-argent. « Namasté » dirent-ils tous en chœur, en télépathie. « Nous saluons le divin qui est en vous. »« Namasté » Sakura m'envoya du regard qu'il était préférable qu'elle nous laisse seuls. Elle me fit un petit signe d'adieu, se courba en joignant les mains et disparut à la vitesse d'un éclair. Les deux galactiques se postèrent alors de chaque côté de l'engin, tandis que les deux hommes en toge blanche s'avancèrent vers moi. Le plus petit avait les yeux bridés, le visage enjoué d'un sage qui avait tout compris. « Bonjour, Thomas, je suis Maître Dang. Je te suis minute par minute à travers tes incarnations depuis plus de 500 ans. C'est dire si je te connais bien. Bienvenue à toi. » Je me courbai respectueusement en lui adressant un large sourire. L'autre homme s'exprima à son tour. Je percevais cependant que le ton de sa voix était plus austère. Il devait être beaucoup plus vieux que Maître Dang, même si son visage, à peine ridé, ne le laissait paraître. « Bienvenue, Tom, dans ta nouvelle dimension. Appelle-moi comme tu veux. Peu importe mon nom. Le nom n'est qu'une courbe. Tu ne pourras pas rester ici trop longtemps, car sur ton plan de troisième dimension, où ton corps physique accidenté t'attend, il s'est déjà passé une semaine en temps terrestre. Une semaine, alors que je suis ici que depuis quelques minutes? Et depuis que nous parlons, 3 jours viennent de s'ajouter, ce qui fait 10 jours. Ton affaire mérite cependant que nous prenions tout notre temps. C'est paradoxal. Tu n'es pas au bout de tes surprises, renchérit Maître Dang en riant. Les deux galactiques s'avancèrent à leur tour. La stature de la jeune femme aux cheveux blancs donnait à penser que sa fonction était importante. Le jeune homme, de type nordique, lui aussi portait des cheveux raides et longs. Ses yeux en amande étaient plus grands que les yeux humains, sans paupières ni sourcils. En découvrant son visage, je reçus une impression de déjà-vu. « Je m'appelle Yurik. Je suis le jumeau d'Alzaor que tu as rencontré lorsque tu étais adolescent, lors de ton accident jet ski sur le lac des Deux Montagnes. Accident qui t'avait catapulté en 5e dimension. Tu te souviens? Cet épisode incroyable de mon adolescence, qui avait été occulté à ma mémoire, me revint en effet. Et voici ma sœur Isaline, que tu avais également rencontrée. Elle dirige maintenant le vaisseau mère que nous allons rejoindre. »« Nous allons sur un vaisseau ?» m'écriai-je comme un enfant à qui l'on propose un nouveau jouet. Les 4 partirent à rire. Puis ils formèrent un cercle autour de moi. Ils levèrent leurs mains, bras tendus, pour former une sorte de dôme au-dessus de ma tête. Je reçus alors une douche de lumière bienfaisante. Je compris que mon corps éthérique dans lequel j'étais venu devait subir un nettoyage afin de supporter les hautes fréquences des dimensions supérieures. Et voilà, chers écouteurs, chères visionneuses, nous voici arrivés à la fin du 4e épisode. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me gratifier d'un pouce en l'air et surtout de partager avec vos amis en les incitant à s'abonner. Je dois vous avouer que j'ai été très touché par vos nombreux commentaires chaleureux et enthousiastes des précédents chapitres. Mais malgré cela, paradoxalement, j'ai pu remarquer aussi que l'épisode précédent n'avait été vu que 990 fois contre 1500 pour le premier épisode, soit près de 44% de perte, ce qui est énorme. C'est un peu comme si j'avais été sur scène à raconter mes histoires et qu'au bout d'1 heure, près de la moitié de la salle s'était vidée.
Vous voyez le tableau. Vous imaginez ce que peut ressentir un artiste lorsqu'il est confronté à ce genre de désagrément? Bien sûr, je ne suis pas sur scène et ce n'est pas tout à fait pareil. Mais merci tout de même de comprendre que si l'audience de 2027, La Révélation, ne reprend pas plus d'altitude avec ce 4e épisode, je serai contraint d'arrêter ici. Ce ne serait pas respecter le reste de ma communauté qui attend peut-être d'autres types de vidéos. Et en tant que producteur de cette chaîne, je me dois de tenir compte des résultats de l'audience. Rassurez-vous cependant, chers écouteurs et chères visionneuses, j'ai trouvé une solution équitable pour que toutes celles et tous ceux qui apprécient cette série puissent tout de même connaître la suite des aventures, et ce jusqu'à la fin des tribulations de Thomas Brodeur. Dans la description, vous trouverez un lien qui vous permettra de télécharger un e-book au format EPUB que vous pourrez lire sur une liseuse, un téléphone, un laptop, un ordinateur. Vous aurez accès ainsi à l'intégralité de ce roman d'anticipation qui vous fera voyager à votre propre vitesse. Sur ce, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous et surtout, imaginez-vous. Bye.